Bonjour! Alors, on va commencer. Bienvenue à cet événement en direct de l'Alliance française de Dublin. Je m'appelle Clara Dupuis-Morancy, je suis écrivaine et je vous parle de Montréal à quelques heures de décalage de chez vous. J'ai connu l'Alliance française de Dublin quand j'ai été invitée en avril 2019 au Festival bilingue franco-irlandais de littérature, un moment vraiment spécial, d'abord parce que parler pendant 3 jours de littérature, c'est assez précieux, et aussi parce que Christine Veld, grâce à qui je vous parle aujourd'hui, euh, m'avait fait un accueil vraiment plus que chaleureux, mais aussi parce que c'était la première fois qu'on m'invitait en tant qu'écrivaine, qu'on m'invitait parce que j'avais écrit un livre. Alors, c'était vraiment beaucoup pour moi. Donc, je vais vous lire un extrait de Mère d'invention qui est paru au Québec d'abord en 2018 et qui vient de paraître en France aux éditions de La Contre-Allée. On en veut plus. Il faut en donner davantage, dit l'éditeur. Il dit, c'est vrai que c'est difficile de demander cela à toi qui donnes tant ces temps-ci, qui donne le sein, qui donne tes nuits, donne ton inquiétude, qui donne ton temps. Oui, c'est vrai, je donne mon temps, je donne mes jours, mais pour elle, ce n'est pas pareil. C'est le rôle d'une mère de donner sa santé, de vieillir un peu plus chaque jour. Chaque jour, l'escalier un peu plus long, au pied duquel, un jour, la nuque cassée, je leur dirai « Qu'avez-vous fait de moi ?» Elles seront belles et grandes, comme sur des échasses vues d'en bas, et je rirai si fort de bonheur. Je me baignerai dans la fraîcheur de l'ombre qu'elles feront sur moi, autour de moi, partout autour de moi cette sombre fraîcheur, enfin, moi qui dans cette vie aurai toujours eu trop chaud. Quand ils ont coupé, je ne me rappelle pas bien, j'étais distraite. Dès qu'ils m'ont mise sur la civière, depuis des mois que je ne m'étais pas allongée sur le dos, mon cou s'est brisé. Je hurlais, mon cou, et puis je hurlais. Ils ne savaient pas quoi faire de moi, les infirmières auxiliaires, les préposés, puis l'anesthésiste, ses résidents, ses externes, puis l'obstétricien, ses résidents, ses externes. Un bal de têtes autour de moi qui valsaient en prononçant leurs noms, chacun à tour de rôle, leur nom et leur rôle dans l'opération. Comme si cela me concernait. Je ne vois pas très bien le rapport, en qualité de quoi je devais être présente, si c'était moi qui devais les évaluer ou si j'étais l'objet de l'examen. La candidate va-t-elle passer, celle-là? Va-t-elle y arriver? C'est mal parti. Avant, elle avait un parcours sans faute, exceptionnel. C'est ce qu'on dit, la pression excellente, la prise de poids étonnante. Il y avait bien un petit diabète gestationnel, mais avec des jumeaux, c'est normal. C'est pondéré dans l'évaluation finale, et puis vraiment, c'était presque rien. Très bien géré, en tout cas. La diète sans sucre respectée, une grossesse bien au-dessus de la moyenne. En tout point, on voit qu'il y a des moyens. On est prêt à contribuer dans ce temps-là. On est prêt à se mobiliser, alors on met le paquet. Les ressources disponibles, les bourses d'excellence. Les notes. Allez, on augmente un peu la péridurale, les moyennes sont exceptionnelles, elles aussi, alors on en remet. Le palmarès du doyen, encore d'autres bourses d'excellence. Félicitations du jury, c'est l'institution qui le dit, cette femme est excellente, mention exceptionnelle. À un moment donné, je sens que je ne crie plus. Je dis encore la douleur, et je regarde les jolies lumières de différentes couleurs au-dessus de moi. Quelqu'un nomme les étapes, narre en direct les gestes exécutés, pour ceux qui sont en train d'apprendre, pour la répétition des gestes, la transmission des connaissances. Je laisse ma peau entre leurs mains, ils savent ce qu'ils font. Je regarde les jolies couleurs qui traversent la lumière. Je ne vois pas leur visage, je ne leur parle pas, je garde le silence, je les laisse aller chercher mes filles très loin dans les entrailles. Ce sont eux qui feront le travail. C'est le leur, après tout. Moi, je n'ai rien fait. Je suis restée là, à fixer le jeu des lumières.
Je m'étais pourtant préparée longuement, j'avais fait les lectures appropriées, j'avais médité, j'avais visualisé, j'avais fait les exercices spirituels, mais personne ne m'a appris à manier le scalpel pour déchirer les couches de mon propre abdomen et tirer mes filles d'affaires. Tout un parcours impeccable, à faire ce qu'il faut, à se démarquer de la moyenne. Un chemin de lumière vers l'expérience inégalée, le rite initiatique pour en arriver là. C'est bien mieux une césarienne. On m'a dit ça. Le vagin reste intact. C'est ce que tout le monde pense. On vous sectionne les chairs, les muscles, on vous scie en deux, mais le vagin est resté préservé, intact. Tout le monde le pense. Les Brésiliens, pour ceux qui en ont les moyens, tout l'entourage est présent. Dans l'antichambre, c'est la célébration du vagin qui va rester intact. On est heureux, on est soulagé quelque part, que ça ne soit pas détruit, que quelque chose reste intact, comme avant, le vagin. C'est bien mieux. On ne peut pas marcher pendant 2 semaines, les muscles sectionnés, mais au moins, on se console à la pensée de son vagin intact, préservé. C'est bien mieux. À un moment, je ne crie plus. Je ne sais pas comment j'en suis arrivée là, mais la douleur a disparu. Je ne sens plus mon cou. C'est cassé, ça ne souffre plus, et ce sont elles qui crient, l'une puis l'autre. Il y a bien quelques secondes qui séparent les 2 cris, mais je ne peux pas les voir. Les 2 cris sont trop compacts, étrangers. Je n'ai pas crié d'avoir poussé, je n'ai rien expulsé, on les a repêchés, on les a déposés sur mon corps inerte. Rien ne s'est passé. On a coupé, on a puisé les corps à naître, mais il n'y a pas eu de passage. Des mois j'ai passé à préparer ce passage, tout pour la cérémonie que j'ai imaginée. J'ai rêvé. J'étais prête pourtant à quitter tout ça, la thèse. Des années à construire un abri, à partir de rien ou presque, à monter les murs, à passer les fils, à battre les cloisons inutiles, à piocher, à plâtrer, et puis souvent à rester là, seule dans mon lit, alors que toute la maison me parlait, chaque poutre, chaque porte, chaque brin de carpette, et que je ne savais pas encore l'écrire. Je la portais partout où j'allais, dans le métro, à Montréal, à Marseille, à Berlin, partout, à San Diego, à Londres. Elle me demandait tout. Elle me demandait de la créer, de l'inventer, de la nourrir à même toutes mes ressources. Elle parasitait tout, l'imaginaire, le symbolique. Je la portais et j'habitais dedans, et plus l'air ambiant devenait pour moi vicié, plus je m'y réfugiais. C'était un travail de solitude, mais dans l'attente de la compagnie. J'étais prête à abandonner cette maison-là, à mettre le feu aux poutres, que les flammes s'emportent et embrasent les arbres alentours, qu'elles fassent peur aux oiseaux, arriver à faire enfin flamber la pourriture de l'université et pouvoir danser autour du brasier, le nourrir avec les feuilles, laisser tout ça brûler, qu'on en finisse. J'étais la veuve aux pieds de feu, j'étais prête à quitter tout cela, j'étais prête pour la grandeur. Rien ne s'est passé. Il n'y avait plus rien à laisser mourir quand je suis arrivée. Un court-circuit, problème de transfusion et de diffusion Skype. Pas de personnel technique pour intervenir en urgence. C'est vrai que les ascenseurs sont si lents. On a manqué d'oxygène. La spécialiste externe avait manqué son avion. Elle devait apparaître sur l'écran à distance, mais elle restait intermittente. C'est pourtant la seule qui aurait pu, la seule à part Catherine qui était dans la générosité à l'endroit des générations qui suivent. Mais l'écran lui enlevait de son autorité. On n'a pas pu réanimer la chose. La thèse laissée intacte. Voilà une très belle bibliographie. Pas une encoche. Personne n'a testé sa malléabilité, sa capacité à laisser entrer, ses ouvertures, son étanchéité. Le revêtement, personne n'a discuté des choix. Pourquoi les matériaux? On a tout au plus apprécié la déco. Bravo, on est bien ici, la température est idéale, autour de 22 degrés. C'est la température idéale, mon père le dit toujours. C'est celle où l'on ne sent pas l'air, l'épiderme laissé intact. Rien n'entre ni ne sort. C'est beaucoup mieux comme ça.
traverser l'épreuve dans l'anesthésie des sens. Pour vous, on regarde pour une soutenance sans douleur. Ça fait des années qu'on investit en vous. Alors franchement, peu importe la marchandise livrée au bout du compte, la marge d'erreur est très mince, nos prédictions sont généralement sûres. Il y a bien des exceptions, mais dans votre cas, on parle d'exceptionnel. C'est la même famille, mais une autre catégorie complètement. Un autre cas de figure. Pour vous, ce sera pratiquement gratuit, très peu ou pas de douleur, et tout reste intact. La thèse, la publication, personne n'en parle, c'est évident, c'est ce qu'on veut dire par exceptionnel. La thèse peut être publiée telle qu'elle, cela se passe de commentaires. Mais moi, j'avais mis mes habits de veuve guerrière, j'avais mis mes Doc Martens couleur or, j'étais venue blindée, j'étais prête à me battre, à mourir pour mes idées. J'étais venue sacrifier mon avenir universitaire pour la bravoure intellectuelle dont j'avais fait preuve. Une thèse sans conclusion, une thèse qui ne sait pas se tenir, qui refuse héroïquement l'héroïsme de la pensée interprétative, qui se termine en queue de poisson, une thèse à l'autoréflexivité ostentatoire. Personne n'est à l'abri. Le désir d'un phallus académique, c'est difficile à éviter, pratiquement impossible. Comment se penser autrement? Dans un univers qui repose sur cela, il faut un suicide universitaire. Peut-être qu'on me l'a refusé parce que j'étais très enceinte, comme a dit une étudiante dans son évaluation de mon cours. J'ai tendance à être indulgente parce que Madame Dupuy-Morancy était très enceinte. Indulgente qu'elle a écrit. L'enseignante est souvent difficile à suivre dans sa pensée, a dit un autre. Un support visuel serait apprécié pour synthétiser. Le cours manque de contenu objectif. Ce que l'enseignante désire est confus. Depuis, l'enseignante a tendance à réfléchir pendant qu'elle parle, ce qui impose des arrêts au cours. Il est facile de décrocher. Peut-être qu'on a eu peur que je me décompose, que je rate ma synthèse. On a eu tendance à être indulgent à mon endroit. C'était si évident le manque objectif de structure. Le fil imaginé suivre une corde raide qui s'arrête, net, en plein air, en pleine voltige. On a beau être indulgent, il y a des limites quand même à consentir aux acrobaties les plus périlleuses. Pourquoi, en fin de compte, une absence de synthèse? Ce qu'elle désire reste confus. En parlant, en réfléchissant, le fil menace de décrocher, tout peut foutre le camp d'une minute à l'autre. Pour l'amour du ciel, soyez indulgents avec elle, tombez de là-haut dans son état des plans à se casser le cou. Et les bébés, ça serait gênant. Et que faire du public, qui a payé son entrée, qui s'attend à tout retrouver intact à la fin, la thèse, le vagin, le contenu objectif? Vous n'auriez pas un petit support visuel à nous fournir? Les gens s'impatientent, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Il ne faudrait pas trop traîner, et si en plus l'héroïne se casse la gueule, alors il faut prévenir. Redoubler d'indulgence, ne pas prendre le risque des arrêts de la pensée en direct. Mesdames et messieurs, évachez-vous confortablement dans le filet qu'on a tendu pour vous. C'est fait pour. C'est fourni avec le prix d'entrée, ne vous inquiétez pas. On ne laisse pas une mère s'enterrer avec les bébés vivants. C'est contraire à la loi. On va vous régler ça, madame. Vous faire une toute petite incision. Vous ne sentirez pratiquement rien. Et extraire la masse sans douleur. Voilà. Tout est terminé. Faites péter le champagne, les filles ont soif. Ça rassure tout le monde. Le vagin et la thèse intouchée. C'est vraiment exceptionnel. Et pourtant, ça se fait. Tous les jours. C'est assez banal, en fin de compte. Merci beaucoup. C'est le temps de se dire au revoir. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous invite d'ailleurs à rester à l'écoute des publications que l'Alliance française de Dublin fait comme ça en direct. C'est tout un espace qui est donné à la littérature, à la langue. Alors, je vous invite à en profiter et je remercie beaucoup encore une fois Christine Veld et tout le monde à l'Alliance française de Dublin. Et je vous dis au revoir. À bientôt.